Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question des incels, ces célibataires involontaires, et pour ce faire, je vais m'appuyer sur le roman de Clément Rossi, La Voix d'Homme. Donc de quoi parle le roman La Voix d'Homme? Dans ce roman, on va suivre la trajectoire de Camille, un jeune homme qui est plutôt introverti, dans le monde de la frustration sexuelle, des pick-up artistes et plus généralement des incels. Qu'est-ce que les incels? Ce sont des hommes qui se disent involontairement célibataires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas célibataires parce qu'ils en auraient envie, mais parce qu'ils sont contraints à cause de leur physique, qui ne correspondrait pas aux critères de beauté, ou encore de leur timidité. Et donc en réaction, ils vont bâtir une sorte d'idéologie basée sur des concepts un peu fumeux, mais soi-disant biologiques ou scientifiques, comme quoi le monde serait peuplé par exemple de Stacy, je crois, et de Chad, euh, en, en, en observant en fait le corps de la femme ou le visage de l'homme sous des traits anthropologicaux, enfin de presque inspiré de, je sais plus comment s'appelait cette étude là au 19e qu'on faisait sur l'étude des crânes et qu'on disait qu'en fait telle population était plus stupide que telle autre, enfin, qui était basée sur des stéréotypes très racistes en plus, physiopathologie, un truc comme ça peut-être. Bref, en expliquant que par exemple la mâchoire qui est carrée correspond à une virilité accentuée et donc les femmes seraient plus attirées par ce genre de visage. Et pareil pour les femmes vont, je sais pas, par exemple les hanches et la taille fine, si le ratio est de temps, ben, ça veut dire que... Enfin bref, plein de stéréotypes biologiques qui leur permettent d'expliquer pourquoi eux ne sont pas sélectionnés par la nature, en fait, qui serait représentée par ces femmes, quoi. Pourquoi ils sont les perdants de ce qu'on pourrait appeler la libération sexuelle. Et donc pour pouvoir relationner avec les femmes, il faudrait à la fois changer physiquement, mais aussi apprendre tout un tas de règles, soi-disant du fonctionnement féminin, de sa psychologie, de la psychologie des femmes, et tout ça pour jouer un rôle qui mènerait à terme à l'épanouissement sexuel ou amoureux. Et donc la tension du roman, elle repose presque essentiellement sur cette question. Camille va-t-il tremper le biscuit, et jusqu'où est-il prêt à aller pour ce faire? Le roman est en deux parties, et à première vue, ça paraissait nécessaire, dans le sens où la première sert de terreau à la seconde, et qu'il fallait expliquer les raisons qui peuvent pousser un jeune homme vers le masculinisme. Un des modèles, semble-t-il, du livre, ou en tout cas du mouvement incels, c'est le livre de l'origine, extension du domaine de la lutte. Dans ce premier roman de Houellebecq, les personnages, par frustration, vont développer ce qu'on pourrait qualifier de premiers comportements incels, c'est-à-dire dévaloriser et simplifier les comportements féminins, mais se dévaluer aussi soi-même, et aller vers une escalade mortifère. C'est ce qu'expliquait Fabrice Cozapé dans l'article qu'il avait fait pour le magazine, en expliquant que justement la théorie incels repose sur des œuvres qui viennent des années 90 ou des années 2000. En fait, en réaction au consumérisme, mais aussi au capitalisme de plus en plus débridé, certaines œuvres vont faire un parallèle en fait entre cette injustice qui est une injustice de classe, une injustice économique, et l'injustice qui serait liée au capital sexuel des gens et à la libération sexuelle. En quelque sorte, ça va s'importer dans les relations humaines, en montrant qu'en haut de l'échelle, il y aurait les beaux, qui peuvent pleinement profiter de leur capital sexuel, et en bas de l'échelle, toute une population qui serait extrêmement pauvre, affectivement parlant. Par exemple, le livre de Rossi met en scène Fight Club. On pourrait aussi parler de Matrix, qui a aussi une grande influence sur cette théorie-là, avec la figure de Morpheus qui propose les deux pilules, la rouge et la bleue symbolisant le rêve qu'on aurait envie de prolonger, et la rouge, l'accès à la dure réalité. Et cet accès se passe dans la douleur. C'est une maïeutique douloureuse qui serait donc dans le monde des incels, en tout cas traduit dans leur langue, le fait d'apprendre toutes ces règles injustes, basées sur la biologie, une manière un peu d'essayer de trouver une solution pour hacker le jeu, quoi. Donc ces règles sont que les femmes seraient attirées plutôt par les hommes alpha, que l'homme moyen est dévirilisé, et donc pour piper le jeu, il faudrait à la fois considérer la femme comme une proie, donc mettre en place tout un tas de stratagèmes pour la posséder, que ce soit par la ruse, ou voire même par la force, ou par outrepasser le consentement de la femme, et aussi entrer dans une ère plus virile, plus masculine, dans laquelle on contrôle son corps, on fait du sport, on se bat, on accède donc à des valeurs qui seraient plus viriles et plus couillues, j'ai envie de dire. Et enfin, si ces stratagèmes de pilule rouge ne fonctionnent pas, il reste encore la pilule noire. Et celle-ci, c'est vraiment celle du ressentiment, c'est celle de l'escalade vers la violence, qui se manifeste soit par le meurtre de jeunes femmes, ou de rivaux, voire de soi-même. Et c'est là où Fabrice rappelait justement que beaucoup de tueries de masse avaient lieu avec cette optique-là d'exterminer les Stacy et les Chad,
Sans parler en plus des féminicides qui souvent reposent sur cette idée du masculinisme, que la femme est une possession de l'homme comme une autre, et autant la voir disparaître que de la voir dans les bras d'un autre. Donc reprenons les choses depuis le début. Comment naît un incels? Ou un incel plutôt. Je pense que la réponse peut se trouver dans le titre du roman, parce que notre héros est bègue. Ça l'empêche d'aller vers les autres, et tout au long du livre, on assiste à cette vision assez floue de lui-même, à cette construction qui ne se fait pas tout à fait. Cette vision biaisée de la masculinité se concentre sur des détails très particuliers et peuvent presque s'apparenter à ce qu'on appelle la dysmorphophobie, qui est donc le souci excessif de certains détails de son physique, qui pourrait presque s'apparenter à de l'obsession, comme des tocs ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la personne va se regarder dans le miroir, focaliser son attention sur tous ses défauts, au lieu de voir une vision d'ensemble. Et là, dans le cas présent, c'est ce qu'explique Rossi, c'est par exemple la mâchoire, qui est, il y a toute une théorie avec des tableaux et tout qu'on trouve assez facilement sur internet, avec d'un côté l'homme bêta, ou oméga peut-être, aurait une mâchoire rentrée, fuyante, et l'homme viril aurait cette mâchoire carrée et conquérante, quoi. Et par exemple, sur cette question-là, je vous conseille la vidéo qui est très bien faite de ContraPoints, qui est, je crois, maintenant traduite en français, dans laquelle elle explique justement que cette dysmorphophobie pourrait carrément être comparable à celle que peuvent subir les personnes trans. En fait, plutôt peut-être que de voir en l'incel un monstre au comportement inexplicable et inexcusable, peut-être aussi est-il important de le comparer à des comportements... Est-ce que c'est censé être à toi, c'est pas une lettre? Oui, oui, chérie. À des comportements que nous-mêmes on a pu vivre, et donc en faisant ce parallèle-là, je trouve que c'est une manière aussi de réaccepter et de réintroduire les incels dans le monde normal, quoi. En fait, de dire on vous comprend, vous souffrez, et en fait, plutôt que d'essayer de trouver des solutions en papier, essayons d'en trouver des plus profondes. La comparaison, en fait, avec les personnes trans, c'est que c'est toujours ce souci de est-ce que j'arrive à projeter l'image que j'ai envie de projeter? Est-ce que je ressemble à ce que j'ai envie de ressembler? Et la réponse pour les incels est souvent non. Et en fait, c'est sur ces faiblesses que vont s'appuyer d'autres hommes, qui sont les pick-up artistes. En fait, ces hommes-là vont presque construire ces complexes dans l'imaginaire des incels pour pouvoir prospérer dessus économiquement. Et ils vont bâtir une sorte d'emprise tout autour de ces jeunes hommes, qui sont quand même assez crédules, pour soit leur soutirer de l'argent, soit justement pouvoir les manipuler pour avoir une plus large audience. Le pire, c'est que ces hommes, ils viennent souvent du monde de la psychologie, ou du care, ou voire même de la sociologie pour certains, et se reposent sur ces quelques études qu'ils ont faites pour justement essayer de rentrer dans la psychologie de ces hommes-là, pour appuyer sur leurs faiblesses, pour appuyer sur les leviers qui vont les enchaîner à eux. En ce sens, on pourrait presque les assimiler à des gourous, et leurs adeptes à des adeptes de secte. Mais on peut aussi les comparer, par exemple, à des entrepreneurs classiques, justement si on devait reprendre la comparaison avec le capitalisme. C'est-à-dire qu'ils sont là à vendre un bonheur qui serait accessible, à vendre une vie qui serait fantasmée, uniquement parce qu'on aurait le nouveau smartphone, la nouvelle cafetière, ou là, en l'occurrence, un cours, une formation à 195 €. Et pour ce faire, eux-mêmes doivent donner l'exemple, eux-mêmes doivent surperformer une masculinité, ou une position en tout cas à la fois rassurante et autoritaire, qui inspirera à la fois confiance et respect aux yeux de leurs spectateurs ou auditeurs. Prenons un exemple. Par exemple, Stéphane Edouard. Lui, il va, pour donner un peu de crédit à ce qu'il dit, et pour pouvoir aborder les nombreux sujets qu'il ne devrait pas aborder parce qu'il ne les maîtrise pas, il va poser devant sa super bibliothèque très remplie, avec un costard, va maîtriser la langue d'une manière un peu maniérée et affectée, mais pour montrer que justement il maîtrise parfaitement le français, et que donc l'emballage donne du crédit à ce qu'il y a à l'intérieur, sauf que ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'il dit de temps en temps des locutions latines que ce qu'il dit n'est pas totalement stupide. Mais en tout cas, ça a berné un certain nombre de gens, jusqu'à la chaîne M6, je crois. Mais bon, ça a relativisé parce que c'était pour une émission genre Marié au premier regard, donc c'était pas non plus le cas du siècle. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces hommes, avec des tours de passe-passe, un peu des trucs de magiciens, arrivent à s'immiscer dans les failles des incels pour proposer une vision simpliste, mais aussi qui serait en apparence maîtrisable, d'un problème qui est complexe et multifactoriel. Et un des facteurs qui me paraît vraiment important, c'est déjà la vision qu'ont les incels de la femme. La remarque que je me suis souvent faite avec les incels, c'est qu'ils ont envie de sortir avec une fille qui n'existe pas. Souvent, leur idéal féminin, ça mélange entre Megan Fox, des personnages de manga, ce qui pourrait nous interroger quand même sur les conséquences d'une objectification, j'ai encore du mal, du corps de la femme dans
dans ses films ou dans ses productions culturelles, ou encore d'autres tropes comme la girl next door. C'est ce qu'on voit dans le roman. Camille, quand il s'intéresse à une fille, ne va jamais essayer de gratter pour voir ce qui se cache en dessous de la surface. C'est ce qu'on voit par exemple quand apparaît le personnage d'Annabelle. Cette fille, elle correspond, parce qu'au départ on est dans le regard de Camille, à le trope de la Manic Pixie Girl, qui est un truc, qui est une sorte de personnage type féminin qui était assez présent dans les années 2005-2010, et qui ne vit que dans cet imaginaire masculin. Voici une définition que donne Wikipédia de la pixie. Généralement représentée comme une jeune femme avec des bizarreries, de personnalités excentriques, qui sert d'intérêt romantique à un protagonisme masculin. En fait, c'est souvent le personnage joué par Zoé de Chanel, je pense dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi, Clémentine peut-être, ce genre-là de personnages, qui pris une à une, au cas par cas, peuvent se révéler intéressantes, mais qui ont fait une sorte de vrai pattern qui s'est répété et répété, répété, jusqu'à être, justement, une sorte d'idéal inaccessible. Et donc c'est ce qu'on sent avec le personnage d'Annabelle, c'est qu'elle ne peut pas exister. En fait, elle est enfermée dans le regard masculin et dans les fantasmes masculins. C'est uniquement quand elle s'en libère, et cette libération passe par la violence, que le récit peut avancer. Incel naît parce que le réel ne correspond pas à ce qu'il attendrait. La femme parfaite n'existe pas, et si elle existait, elle ne voudrait pas forcément de lui. En même temps, ça, c'est pas spécifique aux incels. Quand on y pense, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de comédies romantiques, des personnages qui sont stéréotypés, dans, je sais pas moi, les dramas coréens avec les personnages qui sont trop timides pour annoncer leur flamme, les teen shows avec des triangles ou des quadrilatères amoureux. En fait, le problème, c'est que la pop culture, en ne proposant que des tropes déjà usés jusqu'à la corde et réplicables à l'infini, en ne s'interrogeant jamais sur le réel, sur la manière dont les gens, les vrais gens, interagissent entre eux. Et bien cette pop culture, elle nous condamne, dans une certaine mesure, à un bovarisme. Donc on pourrait se dire, d'accord, le manque de confiance, la difficulté à trouver des filles, ça peut jouer, mais peut-être que la famille va remettre le pauvre incel sur le droit chemin. Sauf que c'est pas ce qui se passe. En fait, ce qui est plutôt bien fait dans le livre, c'est comment la famille, et la société, mais qui est représentée donc par la famille, récompense le genre de comportement qui est problématique du point de vue masculin. En fait, c'est pas anodin que ce soit justement la famille qui permette d'être une sorte de halte pour Camille, et aussi que ce soit elle qui le gratifie, que ce soit la mère même précisément. Ça montre comment en fait le patriarcat, avec ses lois qui sont intériorisées, se perpétue sans cesse. Ça récompense des comportements qui sont toxiques, puisqu'après tout, Camille peut être accusée quand même d'agression sexuelle sur 2 camarades du lycée. Et elle les récompense parce qu'elle les juge virils, parce qu'elles correspondent à ce qu'on imagine d'un homme. Et donc, la problématique de la vidéo, c'est qu'en faire de ces hommes? Que faire des incels? Et le livre, une des réponses qu'il apporte, c'est que c'est souvent quand ils sont acceptés pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils devraient être, que l'émancipation est possible. Par exemple, il y a un personnage qui ressemble à Claude François, et c'est quand il commence à affirmer ce côté-là de sa personnalité qu'il arrive justement à trouver des gens qui l'apprécient pour ce qu'il est. En fait, ça ne peut pas fonctionner de jouer un rôle sans cesse, ça ne peut que casser à un moment donné. Il s'agit de ne plus essayer de se soumettre à une vision standardisée de la masculinité, une version en carton-pâte, mais d'inventer la sienne propre, quoi. Et autre chose, et le livre semble aller dans ce sens, ce qui paraît important, c'est aussi de reprendre place auprès des femmes. Ne plus les voir comme des bouts de chair, mais aussi comme nos mères, nos tantes, nos sœurs, etc. Essayer de les voir, de voir la femme derrière le fantasme, avant le fantasme. Et c'est ainsi qu'une sorte de se détacher, parce que finalement, comme je dis, la problématique c'est est-ce qu'il va tremper le biscuit, bah finalement l'histoire va se détourner de cette question-là, qui n'est peut-être pas si importante. Sur le plan formel, qu'ai-je pensé du roman? Tout à l'heure j'ai dit que la structure en 2 parties était plutôt intéressante, bon, en tout cas nécessaire au récit, mais en y réfléchissant, je me suis dit aussi que ça pouvait être envisagé aussi comme une facilité, un côté un peu classique, une sorte de récit de rédemption avec le crescendo et décrescendo habituel, quoi. Et on aurait pu apprécier aussi que l'auteur est un peu moins froid aux yeux. Comme je disais, je crois que c'était pour Karine Thuil et Robert Diard. On a souvent ces points de vue qui sont un peu mi-figue mi-raisin, où on veut des monstres qui sont quand même attachants, auxquels le lecteur pourrait s'identifier, et ben, du coup, à la fin, je trouve que le message du livre, qui est quand même de montrer que l'incel, ça peut être notre fils, ça peut être n'importe qui, en fait, que c'est assez facile de plonger dans ce genre de fonctionnement de pensée, et ben il est à nouveau
remis dans la case de la normalité et de la monstruosité avec un autre personnage qui est l'ami qui lui part totalement en vrille. Je trouve donc que le fait que Camille puisse se racheter une conduite un peu et que l'autre s'enfonce, c'est peut-être à certains moments dans le livre la force du personnage, mais c'est à la fin pour moi sa faiblesse. Parce que, comme je dis, ça balaie le message un peu du livre en rendant monstrueux quelque chose qui n'est finalement qu'une distorsion de ce qui existe déjà dans le comportement de la plupart des hommes et des garçons. Ensuite, je trouve que le début est un peu laborieux, avec un surplomb, surtout quand il parle de la famille de Camille, par exemple là. Assis au chaud dans son embonpoint d'homme mûr, il quadrillait la banlieue ouest avec une assurance de vieux gnou. Ou de vieux gnou, si on parlait en québécois. Moi, je trouve que souvent, dans le début du livre, on sent la volonté d'écrire, de faire littérature, ce qui donne un côté assez artificiel. Et là, on voit que, par exemple, les comparaisons sont pas toujours des plus senties, et il utilise beaucoup de comparaisons ou de métaphores animalières. Par exemple, paix d'insectes me gratifie d'une petite bave affectueuse, de celle qu'on réserve aux labradors les plus affectueux, poisson hors de l'eau, nous sommes les mulots que le faucon a épargnés. Ça, c'est quelque chose qui revient tout au long du livre, et moi, j'aurais tendance à dire aux auteurs de se méfier de ce genre de comparaisons qui sont soit trop faciles, soit trop alambiquées. Ensuite, je trouve qu'il y a assez souvent des images trop hyperboliques. Je sens mon sang se figer, exploser en milieu de cristaux et retomber en pluie dans mes veines paniquées. Ce qui apporte une lourdeur. Bien que ça s'estompe un peu au fil des pages, pour aller à plus de simplicité, et donc rendre l'accès au livre moins compliqué. Enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent, je trouve que quand un auteur commence à faire beaucoup de métaphores, beaucoup de comparaisons et tout, on sait plus trop où il veut en venir, et souvent, ça complique l'accès à son livre, tout simplement, quoi. Enfin voilà, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande ce livre, je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.